Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci aux premières personnes déjà connectées pour leur ponctualité. Le temps que l'ensemble des personnes inscrites se connectent, puisque vous êtes déjà presque 900 inscrits au dernier pointage, j'en profite pour vous communiquer les quelques informations logistiques. Tout d'abord, si vous avez des questions, et je sais qu'il y a déjà des questions qui ont été postées dans le chat, eh bien, je vous invite à les poster directement et continuer à les poster dans le chat. Les réponses vous seront peut-être apportées durant ce webinaire ou, si nous manquons de temps, sous la forme d'une FAQ que vous recevrez en même temps qu'un lien pour visualiser le replay seul avec votre équipe ou vos amis ou votre famille, puisque ce webinaire est enregistré. Enfin, ma fiche de poste stipule que je suis entre autres le maître du temps. Je m'engage donc à respecter le timing d'une heure, malgré un sujet dense, complexe, mais passionnant. Bienvenue donc à ce webinaire organisé par GRDF, intitulé Nouveau DPE, quel impact sur vos projets de rénovation, que j'ai le plaisir d'animer. J'en profite donc pour me présenter. C'est l'usage, c'est poli, mais surtout, qui mieux placé que moi pour parler de moi, Ludovic Gutiérrez, responsable grand compte chez CGBAT, animateur de cette table ronde virtuelle, et très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Sans plus attendre, place au sujet du jour. Cela n'aura échappé à personne. L'arsenal législatif et réglementaire dans le secteur du bâtiment est en pleine effervescence entre SNBC, PPE, loi climat résilience et plus récemment la SPEC. En parallèle, l'actualité est très riche et nous rappelle qu'il faut accélérer la transition énergétique, atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, le tout en valorisant les forces de l'ensemble des énergies qui ont fait le pari et le choix du renouvelable et du bas carbone. Il en va de la pérennité de notre mix énergétique national où la complémentarité des réseaux se met au service de notre confort et de notre indépendance énergétique. On le voit, tous les marchés sont impactés avec l'entrée en vigueur de nouveaux textes aux ambitions et exigences renforcées. On pourrait citer par exemple la RE 2020 pour la construction neuve. À ce titre, je vous invite à voir ou revoir les webinaires organisés par GRDF sur ce sujet. Et sur le marché de l'existant, marché qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, et sur lequel le potentiel d'économie d'énergie et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sont les plus importants, l'accélération se fait ressentir avec notamment, et c'est le sujet du jour, l'entrée en vigueur du nouveau DPE avec sa méthode de calcul revisitée, ayant pour conséquence de modifier à la hausse comme à la baisse les étiquettes de certains logements, mais nous y reviendrons. Par conséquent, trois questions se posent. Quel sera l'impact direct de cette réforme pour les gestionnaires de patrimoine? Je pense notamment aux bailleurs sociaux et syndics de propriété qui sont représentés dans cette table ronde virtuelle, avec l'interdiction de mise en location de logements aux étiquettes G, puis F, puis E. Du coup, comment rénover ces fameux logements E, F et G de manière durable et économiquement réaliste? Et enfin, comment atteindre la rénovation performante telle que définie dans la loi climat et résilience? Et j'ai quand même envie de rajouter la fameuse question complémentaire et un petit peu piquante, le gaz a-t-il toujours sa place? Pour nous aider à y voir plus clair, j'accueillerai tour à tour, et vous verrez, je suis très bien entouré, Éric Laurent, chef de marché copropriété chez GRDF. Bonjour Éric. Benoît Chantreuil de la délégation marketing stratégique de GRDF également, qui viendra rapidement nous rappeler le contexte réglementaire. Bonjour Benoît. Et puis nous aborderons avec Alban Charrier, adjoint au directeur de la DMOP en charge de l'activité réglementaire de l'Union sociale pour l'habitat, et Olivier Safar, président de la commission copropriété de l'UNIS, les impacts sur leur métier ainsi que sur les approches de la rénovation, leurs approches sur la rénovation. Et enfin, nous analyserons avec Héloïse Poss, responsable efficacité énergétique chez CGBAT, les solutions qui permettent de rénover les logements gaz selon leur appartenance ou non à la catégorie passoire. Et enfin, donc, avec Pascal Delhomme, de GRDF également, chef de marché logement social, nous nous intéresserons au positionnement des principaux vecteurs énergétiques dans ce nouveau DPE. Je ne vous avais pas menti, l'heure sera plus que remplie. Donc, du coup, par conséquent, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec vous, Eric. Ne m'en voulez pas, je vous l'ai dit en introduction, mais je vais être direct en vous posant la fameuse question urticante. Dans les médias, on parle beaucoup des hausses du prix du gaz et de la dépendance au gaz russe. Rénover, c'est aussi tenir compte de ces éléments pour faire un choix durable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs pour nous rassurer? Eric, c'est à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Ludovic. Effectivement, une question pour entrer très rapidement dans le vif du sujet. Alors oui, le marché du gaz a fortement été chahuté ces derniers mois et il est important de rappeler que c'est le cas pour l'ensemble des marchés de l'énergie.
Ces marchés qui battent aujourd'hui des records sont extrêmement dépendants les uns des autres et donc fortement corrélés. Alors sur la slide qui est projetée, nous pouvons voir l'évolution des prix sur les derniers mois, à gauche pour le gaz et à droite pour l'électricité. Les hausses de prix de marché s'expliquent dans un premier temps par la reprise de l'activité économique mondiale suite à la crise sanitaire, puis évidemment au conflit armé dont tout le monde parle actuellement. Alors sur ces slides, il est intéressant de souligner que pour les échéances lointaines de fourniture, les prix de marché ont quand même tendance à se détendre un petit peu. Donc c'est plutôt de bonne augure. Et par ailleurs, que ces prix de marché concernent uniquement la fourniture d'énergie, à savoir le gaz, la molécule de gaz pour le gaz ou l'électron pour la fourniture d'électricité. Le prix livré au client final comprend d'autres composantes comme le stockage pour le gaz ou bien encore tout ce qui est transport et distribution. Et sur cette distribution du gaz, par exemple, GRDF est extrêmement vigilant à la maîtrise de ses coûts. J'en profite peut-être pour rappeler la mise en place par le gouvernement d'un bouclier tarifaire, y compris en logement collectif, même s'il semble que sa mise en œuvre ne soit pas de tout repos pour les gestionnaires. Enfin, une petite information peut-être pour estimer rapidement les factures d'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz, le fioul ou encore le bois, ainsi que leurs évolutions sur une dizaine d'années. L'association de bureaux d'études ICO a créé un outil qui s'appelle Enerprix et qui se source quotidiennement sur les prix spot afin d'estimer des coûts d'énergie relativement proches de l'actualité. Enfin, malgré l'évolution des prix. Eric, cet outil, vous pouvez l'avoir directement sur Internet en se connectant sur le site. Ouais. Effectivement, c'est un site qui est accessible à tous. Et peut-être nous pourrons donner le lien dans la foire aux questions qui sera remise aux participants. Voilà. Donc pour conclure, malgré l'évolution des prix, juste pour dire que le gaz reste une énergie très compétitive, y compris avec des prix de marché indexés sur des marchés ouverts. Très bien, merci pour cette première réponse bien motivée et qui est dans un sujet purement d'actualité. Alors, outre le prix, puisque vous avez traité la notion du prix, quels sont les risques pour la fourniture de gaz des particuliers? Alors, slide suivante, c'est vrai qu'il y a une grosse inquiétude, surtout en ce moment, et nous avons la chance en France d'avoir un écosystème gazier très résilient, et ce grâce notamment à 3 éléments. Premièrement, les sources d'approvisionnement de gaz en France, qui sont très variées depuis très longtemps. Il y a eu cette volonté de varier les sources d'approvisionnement. Et on peut dire aujourd'hui que 50% du gaz consommé en France provient d'Europe et seulement 17% provient de Russie. Deuxièmement, la France dispose de capacités de stockage importantes. Ces capacités de stockage sont d'environ 128 TWh, ce qui correspond à environ 3 mois de consommation. Il y a 2 opérateurs qui agissent sur ce stockage. On va citer Teréga et Storengy. Et ce sont les fournisseurs d'énergie qui sont chargés de maintenir le niveau de stockage. Alors Eric, quand vous parlez de 3 mois de consommation, on est bien d'accord que c'est pour les consommations d'hiver? Tout à fait. Très bien, merci. Et enfin, un dernier point, c'est la mise en œuvre d'un plan d'urgence gaz qui comprend 3 niveaux d'alerte et qui prévoit des mécanismes comme notamment l'interruptibilité, qui consiste à couper les plus gros consommateurs industriels qui ont souscrit ce type de contrat, et puis d'autres mécanismes comme la limitation du chauffage dans les lieux publics, et enfin, en dernier recours, le délestage, prioritairement orienté vers les clients non résidentiels. Très bien. Et du coup, on sait que chez GRDF, vous communiquez beaucoup sur les gaz verts. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se positionne le gaz vert dans tout ça? Alors, vous avez raison, Ludovic, le gaz vert renouvelable contribue également et de plus en plus à l'indépendance énergétique de la France. Alors peut-être pour rappel, pour les personnes qui suivent le webinaire, le biométhane est un gaz renouvelable produit localement à partir de déchets agricoles et des biodéchets de nos cuisines. Et il se substitue progressivement dans les réseaux de gaz sans aucune modification des installations de production de chaleur. Le biométhane a de nombreux atouts au-delà de l'indépendance énergétique. Il offre des débouchés à nos déchets, assure des revenus complémentaires aux agriculteurs et permettra également l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Cette filière est en plein essor et nous prévoyons 20% de gaz vert dans les réseaux GRDF d'ici à 2030 et un scénario de l'ADEME prévoit même jusqu'à 100% des besoins français en gaz couverts par du gaz renouvelable d'ici à 2050. Donc le gaz vert est déjà une réalité avec, vous le voyez sur la slide, plus de 400 sites de méthanisation qui injectent du gaz dans les réseaux. Super, Bernard, merci pour ces nouvelles plutôt réjouissantes pour la filière gazière et notamment, je le disais en introduction, ça concourt aussi à notre indépendance énergétique. C'est un sujet qui est revenu beaucoup dans la presse spécialisée. Alors du coup, merci pour ces quelques mots d'introduction, Eric. On va passer maintenant avec vous, Benoît, sur l'actualité et le sujet qui nous concerne aujourd'hui sur l'esprit du nouveau DPE. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce nouveau DPE et de la référence qui est faite à ce dispositif dans la loi Climat Résilience quand on est gestionnaire d'un parc de logement? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de la réforme du DPE et peut-être prendre un peu de recul en rappelant l'origine de ce dispositif, hein. Donc le DPE, diagnostic de performance énergétique, c'est un document qui rend compte de la performance énergétique et environnementale des bâtiments et aussi d'ailleurs de la facture d'énergie générée par ces bâtiments et en particulier par ces logements. Et c'est un dispositif européen en fait. Donc il a été décliné dans les États membres, d'ailleurs avec des différences d'un État à l'autre parce que le cadre n'était pas forcément très précis. En tout cas en France, il existe depuis 15 ans. Et il a connu déjà une première réforme en 2012, avec notamment l'amélioration de la transparence du dispositif. C'est à cette occasion-là qu'a été créée la base de données des DPE de l'ADEME, qui a été mise à disposition en open data en 2020. Et puis, on a essayé aussi d'améliorer la fiabilité du dispositif qui était décrié en augmentant notamment le nombre de points de contrôle que les diagnostiqueurs devaient vérifier à chaque diagnostic. Mais en dépit de cette première vague d'amélioration, le DPE a continué à être critiqué, notamment par certaines associations de consommateurs comme UFC Que Choisir, qui ont montré en particulier qu'en confiant à 3 diagnostiqueurs différents la tâche de réaliser un diagnostic sur un même logement, on pouvait avoir 3 étiquettes différentes. Et puis par ailleurs, c'est vrai que le volet de recommandation de travaux n'était pas bien encadré. Et donc, il était diversement traité par les diagnostiqueurs. Et puis, évidemment, le problème fondamental, c'est que ce DPE, il avait uniquement une valeur informative. Et c'était quand même embêtant parce que on voyait déjà que ce DPE, il avait une influence sur la valeur des biens. Il y avait des enquêtes réalisées chaque année par des associations des notaires, notamment, qui montraient qu'il y avait une valeur verte liée au DPE. Et donc, évidemment, une valeur verte assise sur un document qui est purement informatif, c'est quand même un peu embêtant. Et donc, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en œuvre une nouvelle réforme du DPE qui a été préparée de longue date, puisque les premières discussions ont eu lieu en 2018. Et cette réforme, elle vise essentiellement à fiabiliser le DPE, à le rendre opposable, lui donner une valeur juridique, pour ensuite pouvoir s'en servir comme référence dans la politique de rénovation des logements. Donc voilà pour le tableau général. Du coup, outre, et tu l'as cité, le caractère opposable conféré au DPE, est-ce que tu peux nous rappeler les principales modifications apportées au dispositif à l'occasion de cette révision, si on devait continuer? Alors, en fait, s'il y avait peut-être 5 modifications à retenir, en plus de l'opposabilité, ce serait les suivantes, à savoir le fait que le périmètre du DPE a été étendu de 3 à 5 usages. Ça, c'est une première modification fondamentale qui permet d'aligner le DPE sur le périmètre des réglementations thermiques s'appliquant sur les logements. Alors, je vais demander à la régie justement de passer au slide suivant, comme ça on aura en plus le visuel qui va bien. Merci beaucoup. Pardon Benoît, je t'en prie. Il y a eu aussi, alors ça c'est une disposition fondamentale pour améliorer la fiabilité du dispositif, le fait que les DPE sur facture est disparu et donc maintenant il y a une seule méthode homogène qui est appliquée, c'est la méthode conventionnelle, basée sur le dispositif 3CL. Et donc ça permet d'éviter d'avoir une hétérogénéité entre les logements
auparavant d'avant 48 ou au chauffage collectif qui était traité différemment des autres logements. Donc ça devrait contribuer fortement à améliorer la qualité des DPE. Autre modification de premier ordre, c'est l'échelle des classes énergétiques du DPE qui a été modifiée. Auparavant, il y avait un seul critère en énergie primaire. Il a été question à un moment, enfin en tout cas les pouvoirs publics ont avancé cette possibilité de basculer les classes énergétiques en énergie finale. Et finalement, suite à des discussions nourries avec l'ensemble de la filière, l'administration a décidé de conserver ce critère de l'énergie primaire, mais de l'assortir d'un autre critère en émissions de CO2. Donc on a maintenant une double échelle et l'étiquette énergie est déterminée par la plus mauvaise des deux étiquettes, entre l'étiquette déterminée par l'énergie primaire et celle déterminée par les émissions de CO2. Il y a aussi une évolution en termes d'obligation de publication. Auparavant, dans les annonces immobilières, on devait publier l'étiquette énergie. Désormais, on doit aussi indiquer l'étiquette carbone et le niveau estimé de la facture énergétique, telle qu'elle résulte du DPE. Et puis, globalement, le document a été rendu plus communicant avec l'ajout d'un certain nombre d'indicateurs comme le degré d'isolation, le confort d'été. Pour ce qui est du volet des recommandations de travaux, il y a aussi des améliorations dans le sens où il est beaucoup plus cadré, beaucoup plus standardisé, ce qui permet d'avoir aussi un traitement homogène d'un DPE à l'autre. Voilà pour les principales évolutions. Super, on est du coup dans un processus d'amélioration continue pour rendre cet outil DPE plus fiable et plus performant. Merci pour ce beau résumé. Et du coup, j'en parlais brièvement en introduction, mais ces changements vont-ils conduire à des modifications importantes au niveau du niveau de performance du parc de logement, tel que mesuré par le DPE? C'est-à-dire que voilà, on va avoir peut-être des changements de bâtiments qui vont passer d'une étiquette anciennement E à peut-être une étiquette D ou F en fonction. Oui. Alors effectivement, donc c'est ce qui est illustré sur ce tableau que vous voyez à l'écran. Évidemment, c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'on est obligé de se référer à une vision statistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a finalement une minorité de logements dont on connaît le DPE, ceux qui sont dans la base DPE de l'ADEME, c'est peut-être 9 ou 10 millions, je crois, de logements. Donc il faut déjà imaginer, il faut extrapoler finalement ces DPE à l'ensemble du parc. Donc ça, c'est un premier travail qui n'est pas évident, qui a été fait par le ministère, mais qui est critiqué. Et puis après, pour mesurer l'impact de la réforme, il faut imaginer la façon dont le nouveau DPE serait appliqué et l'évolution, notamment en termes de classe énergétique, que ça induirait par rapport à l'ancien DPE. Donc c'est quand même un exercice un peu complexe qui nécessite le recours à des fonctions de transfert. Donc c'est ce qu'a fait en particulier le bureau d'études Pouget Consultant pour le compte de la DHUP. Et le résultat est le suivant, à savoir que sans trop de surprise, finalement, l'impact global en termes de répartition du parc par étiquette, il est assez limité. Mais c'est normal parce que ça a été calibré pour ça. C'est-à-dire que la nouvelle échelle en énergie et en CO2 a été déterminée pour éviter des transferts massifs d'une catégorie à l'autre. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en particulier, le nombre de passoires énergétiques F et G sur lesquelles vont s'appliquer les obligations là, à court moyen terme, reste normalement identique à ce qu'il était avant la réforme, donc à 4,8 millions de logements selon le ministère de l'Énergie, même si ce chiffre est contesté et d'autres considèrent qu'il y a plus de passoires énergétiques en réalité que ce qu'annonce le ministère. Alors en revanche, si on regarde par énergie, là, on voit que par énergie de chauffage, on a quand même des mouvements plus importants. Alors, pas tant sur les logements F et G, où certes, il y a une légère amélioration du point de vue de l'électricité, mais l'électricité reste l'énergie majoritaire sur les passoires énergétiques. Pas tellement sur le gaz. Le gaz est l'énergie de chauffage de moins de 20% des passoires énergétiques. Donc, n'est finalement pas l'énergie la plus concernée par les obligations qui vont intervenir à court terme sur ces logements. Mais c'est plutôt sur les logements les mieux classés, donc A, B ou C, où là, on observe les mouvements les plus forts, ce qui n'est pas une surprise, puisque, évidemment, l'introduction de critères carbone assez stricts pour ces classes performantes défavorise les énergies fortement émettrices de CO2 et favorise en revanche l'électricité, considérée comme assez bas carbone aujourd'hui dans la réglementation, et le bois. Et évidemment, pour le gaz, c'est assez difficile d'atteindre la classe C en rénovation, mais c'est surtout très difficile d'atteindre les classes A et B, puisque le critère notamment d'atteindre la classe B, c'est 11 kg de CO2 par mètre carré, ce qui suppose de consommer grosso modo moins de 50 kWh de gaz par mètre carré. Et ça, c'est des niveaux qui sont accessibles soit dans le neuf uniquement, soit en rénovation, sous forme d'hybridation avec d'autres énergies. D'ailleurs, on le verra plus en détail
avec la présentation d'Héloïse tout à l'heure. Donc voilà pour le panorama de l'impact du nouveau DPE sur la répartition du parc par étiquette énergie. Ce qu'on comprend, c'est que voilà, on est en train d'aligner un peu les réglementations dans le neuf et dans l'existant, où la dimension carbone prend une place de plus en plus importante au regard de la SNBC. Du coup, merci Benoît pour ces précisions. Et justement, en parallèle de cette réforme sur le DPE, la loi dite climat et résilience a été promulguée l'été dernier. Et dans son volet Se loger, elle comporte plusieurs mesures visant à accélérer la rénovation énergétique des logements qui font directement référence au DPE. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots les plus importantes de ces dispositions? Oui, donc voilà, vous avez à l'écran en fait le calendrier de mise en œuvre des principales mesures qui figurent dans le volet Se loger, hein, donc qui porte sur la rénovation énergétique des logements, de la loi climat et résilience qui est sortie là en août dernier. Et on voit tout de suite que le calendrier est assez dense et serré, avec dès août 2022 l'extension à l'ensemble des logements de l'interdiction des augmentations de loyers. Donc les logements classés F et G, hein, bien sûr, uniquement, mais c'est une mesure qui s'appliquait aujourd'hui uniquement en zone tendue, qui va être étendue à l'ensemble de la France. Septembre 2022, une mesure dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment parce que les textes réglementaires d'application viennent de sortir. Donc c'est les audits obligatoires pour la vente de bâtiments en monopropriété comportant un ou plusieurs logements en F ou en G. Donc là, évidemment, il faut distinguer deux catégories. D'une part, les maisons individuelles, en F ou en G, qui tombent sous le coup de cette obligation, et d'autre part, les bâtiments collectifs en monopropriété, donc typiquement parc social, et qui doivent mettre en œuvre des audits dont le contenu a été défini là, par les textes qui viennent de sortir. Pour les copropriétés, on a aussi un autre régime de DPE collectif. Alors, ce DPE collectif, d'ailleurs, il est aussi valable pour les bâtiments collectifs en monopropriété. Hein, ils doivent être produits en janvier 2024. Mais pour les copros, il y a aussi obligation de production de ce type de documents. Alors, séquencé dans le temps, 2024 uniquement pour les grosses copros, jusqu'à 2026 pour les plus petites, moins de 50 lots, avec en même temps obligation de produire un projet de plan pluriannuel de travaux, dont le contenu n'a pas encore été défini très clairement. Il y a encore un texte d'application qui est attendu. Ce DPE collectif va nourrir ce plan pluriannuel de travaux. Évidemment, la mesure emblématique dans tout ça, c'est quand même l'interdiction de la location des logements les moins bien classés sur l'échelle de DPE. Donc, en particulier en janvier 2025, l'interdiction de la mise en location des logements classés en G, 2028, les logements classés en F, et 2034, les logements classés en D. Donc, on parle bien des logements et pas des bâtiments. C'est bien l'étiquette DPE individuelle du logement qui sera déterminante. Sachant que cette étiquette DPE à l'appartement peut être obtenue à partir du DPE collectif, puisqu'il y a une méthode de déclinaison, mais qui s'applique uniquement pour le cas du chauffage collectif ou du chauffage individuel dans des bâtiments en monopropriété, avec des chauffages qui sont gérés de manière homogène. Donc c'est quand même assez restreint. Alors merci Benoît, parce que vous avez même anticipé, puisque vous avez répondu à la question de Théo qui nous a été posée dans le chat. Donc merci pour d'avoir répondu à cette question. On voit que ça s'accélère et que c'est vraiment phasé dans le temps. On voit qu'il y a une ligne directrice qui est donnée, un coup d'accélérateur qui est très fort. On doit un petit peu accélérer, donc je vous propose de passer à la question, à la slide suivante avec ma petite question. Du coup, en plus des mesures prises sur la rénovation énergétique, la loi climat et résilience introduit la notion de rénovation performante. Qu'est-ce que ça veut dire rénovation performante au sens de cette loi climat-résilience? Oui, alors la rénovation performante, ce n'est pas encore une mesure, puisque c'est un concept qui n'est pas encore décliné sous la forme de mesure, et notamment dans le système d'aide à la rénovation. On s'attend à ce que, notamment en 2023, cette notion de rénovation performante soit utilisée, donc on pense qu'elle va avoir de l'importance. Et la définition qui en est donnée dans la loi climat et résilience, c'est la suivante, à savoir qu'une rénovation est considérée comme performante dans le cas général si elle permet l'atteinte de la classe B. Et l'étude des 6 postes de travaux, même si c'est un critère assez peu important au final, ce qui est déterminant, c'est l'atteinte de la classe B. Alors, sachant qu'il y a des dérogations, déjà pour les logements qui sont initialement classés en F ou en G, donc les fameuses passoires énergétiques, il suffit, entre guillemets, d'atteindre la classe C pour être qualifié de rénovation performante. Et puis, il y a une autre forme de dérogation pour contraintes soit techniques, architecturales, patrimoniales ou de coûts disproportionnés par rapport à la valeur du bien. Et dans ce cas-là, peut être qualifiée de performante une rénovation qui consiste à traiter l'ensemble des postes, l'ensemble des 6 postes de travaux,
et permet le gain d'au moins 2 classes énergétiques. Alors, sachant que ces critères dérogatoires, ils ont été définis plus précisément dans un décret qui est sorti début avril, et notamment avec un critère économique qui fixe à 50% de la valeur vénale du bien la limite de coût des travaux permettant d'atteindre la classe B, qui permettrait donc de déroger à cette règle. Donc voilà pour le cadre d'ensemble de cette notion de rénovation performante qu'on va ensuite développer dans la suite de la présentation. C'est l'objet de l'intervention d'Héloïse, je pense. Surtout dans cette période où on a un régime assez inflationniste, où avec le coût des matières premières qui augmente, c'est vrai que le coût de la rénovation forcément est impacté par l'actualité économique. Est-ce que vous avez terminé avec cette slide, Benoît, ou est-ce que vous avez un mot à J'ai ajouter? fini avec la présentation, oui, tout à fait. Eh ben, c'est super. Merci, Benoît, pour cette intervention. Et du coup, on va passer la parole aux professionnels qui sont au contact soit des bailleurs, soit des syndics de copropriété. Je vais du coup me tourner vers Alban Charrier. Vous représentez le mouvement HLM. Mais comment les bailleurs sociaux appréhendent ces évolutions dans leur approche de rénovation? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, les évolutions réglementaires et législatives récentes, RE 2020, réforme des DPE, loi climat résilience, ont déjà et auront, sur une durée longue, un impact fort sur notre stratégie patrimoniale. Même si on peut rappeler que le mouvement HLM s'est déjà saisi du sujet depuis pas mal d'années, et en particulier a inscrit sa stratégie patrimoniale sur la trajectoire SNBC 2050. Cette action porte déjà ses fruits, puisque la performance énergétique du parc HLM est très largement meilleure que la performance énergétique du parc français moyen. Le rapport du SDES de septembre 2020, dans le cadre de la réforme des PE, montre que la part de logements HLM classés F et G, environ 7%, est 2,5 fois plus faible que la part de logements FG du parc immobilier français. Très bonne nouvelle pour les locataires. Du coup, merci pour ces précisions. Et du coup, concrètement, que changent les évolutions réglementaires récentes pour le secteur de l'immobilier? Comme vient de le présenter l'intervenant antérieur, la réforme des DPE et la RE 2020 font entrer pleinement le secteur de l'immobilier dans un nouveau monde qui intègre plus fortement la dimension environnementale des bâtiments en lieu et place de la seule consommation énergétique. Cette évolution donne donc une importance beaucoup plus forte au gaz à effet de serre. Donc, avec ces deux évolutions réglementaires, c'est l'ensemble de l'activité des bailleurs sociaux qui est concerné. Donc là, bien évidemment, la construction neuve avec la RE 2020, mais surtout, et peut-être de manière encore plus importante, la part d'exploitation et de rénovation de notre patrimoine existant. De plus, la loi climat et résilience vient, comme ça a été dit juste avant, vient accélérer très fortement ce mouvement, puisqu'elle va nous obliger à intervenir sur nos E, F et G d'ici 2034. Et pour le parc social, c'est un quart du patrimoine, c'est un peu plus d'1 200 000 logements qui devront être traités dans les 10 ans qui viennent. Surtout que là, on connaît la feuille de route, on a des différentes échéances qui sont inscrites dans le marbre, donc on sait à quoi s'attendre au fur et à mesure du temps qui passe. Et du coup, dans le contexte législatif et réglementaire est posé, comment les organismes de logements sociaux appréhendent ces sujets? Alors tout d'abord, le premier travail pour les bailleurs sociaux consiste à refaire un état des lieux de leur parc afin d'intégrer justement l'évolution réglementaire de la réforme des PE. Comme ça a été évoqué aussi, pour mémoire, dans le cadre des échanges sur la réforme, l'administration estime que la réforme des PE peut faire basculer 4 logements sur 10 d'étiquettes. Donc potentiellement, on a un énorme besoin de mettre à jour immédiatement la connaissance de notre parc pour pouvoir définir une stratégie pertinente. Cette stratégie, elle devra répondre à plein d'objectifs, mais à deux principaux. Donc, bien évidemment, décarboner le parc social pour respecter la SNBC 2050, en réduisant à la fois fortement nos consommations énergétiques, mais pas que, en trouvant des solutions pour décarboner l'impact de ces énergies dans notre bâtiment. C'est un objectif qui est extrêmement ambitieux pour le parc social, puisque le parc social est principalement aujourd'hui, a comme vecteur principal en énergie le gaz, à peu près pour les 2/3 du parc. Et ça, c'est du fait de l'application par les bailleurs sociaux des politiques publiques antérieures, puisque avant la RE 2020, on était poussé à utiliser le vecteur gaz. Et puis le deuxième objectif extrêmement important qui est spécifique peut-être un peu aux bailleurs sociaux, puisqu'on est à la fois des constructeurs, mais surtout des exploitants de patrimoine. Bien évidemment, la stratégie doit prendre en compte la capacité de réduire et de maîtriser surtout le coût final des charges énergétiques pour nos locataires.
Mais aussi les charges d'entretien et de maintenance de notre parc, puisqu'on est des propriétaires exploitants sur des durées longues, 50, 60, 100 ans. Donc on a besoin d'avoir un suivi de notre parc. Voilà, la notion de coût global est importante pour vous finalement. Tout à fait. Donc, en résumé, si on veut résumer les objectifs pour les bailleurs, donc on a un effort énorme de rénovation du parc existant à faire et l'émergence de vecteurs énergétiques décarbonés. Il nous faut donc des vecteurs énergétiques décarbonés, renouvelables et bon marché. C'est vraiment le triptyque que l'on porte. L'USH défend la nécessité de maintenir une pluralité des solutions techniques afin de permettre d'apporter des réponses à l'ensemble des cas particuliers du patrimoine HLM et aussi pour maintenir une saine concurrence. Et donc, comme ça a pu être évoqué aussi tout à l'heure, le gaz vert semble une des solutions qui peut répondre à ces exigences. Alors, encore plus dans le contexte de la hausse des prix du gaz et surtout de la crise ukrainienne, puisque là, on partage ce qui a été exprimé sur le fait que c'est une énergie qui permettra, qui est locale et qui peut favoriser l'indépendance énergétique française. On y met juste une remarque, et là, ça revient au deuxième objectif que j'ai pu présenter. Il doit permettre de garantir un coût optimal pour nos locataires. Et enfin, donc, pour résumer un peu le sujet en ordre de grandeur, puisque c'est aussi important, c'est quelque chose qu'on ne fait pas toujours, l'effort de rénovation, il devra obligatoirement passer par un accompagnement extrêmement fort de la puissance publique. En effet, pour le seul parc social, quand on fait la réponse à l'enjeu, simplement répondre aux objectifs de l'article 160 de la loi climat et résilience, donc l'éradication des EFG, que vous avez pu exprimer en 2034, on estime que c'est un besoin d'investissement de l'ordre de 60 à 80 milliards pour le seul parc social sur les 11 prochaines années. Et si on essaie de faire cette estimation pour l'atteinte de l'objectif SNBC 2050, c'est quasiment un objectif d'investissement qui doit être multiplié par 4. D'accord, ouais, donc des gros enjeux économiques extrêmement importants. Extrêmement important, tout à fait. Bah, écoutez, merci pour la clarté de vos propos qui sont à la fois chiffrés et très clairs. Donc, merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers le monde de la copropriété. Petite confidence, je suis moi-même président de ma copropriété. On voit que c'est jamais évident de mettre tout le monde d'accord. Est-ce que, Monsieur Safar, vous pouvez nous en dire plus au sujet de la gouvernance voilà, dans les copropriétés pour justement atteindre ces objectifs ambitieux de rénovation du parc privé? Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité dans ce webinaire. Premier point, je suis très heureux que vous soyez président du conseil syndical. Vous allez comprendre les deux points que je vais aborder. Merci. Premier point, c'est la temporalité. Et le deuxième point, c'est l'accompagnement. Temporalité, pourquoi? Parce que quand vous êtes en copropriété, vous vous rendez compte que le temps pour mettre en œuvre toutes les politiques de rénovation énergétique n'est pas le même que quand on est bailleur ou quand on est propriétaire d'une maison individuelle. Pourquoi? Parce que pour pouvoir arriver à présenter un projet de rénovation énergétique, c'est en moyenne 3 à 5 ans. C'est des explications d'abord aux copropriétaires, des motivations du conseil syndical, parce qu'il faut les faire venir et les faire adhérer au projet. Ensuite, des décisions d'assemblée générale, avec la nomination d'un architecte, d'un bureau d'études, d'un AMO, d'un ingénieur financier, de différents intervenants, parce que quoi qu'il arrive, ce type de projet ne se fait pas tout seul. Et la deuxième difficulté ensuite, c'est d'arriver en assemblée générale avec les projets et avec les financements. Deuxième difficulté, donc ça veut dire à chaque fois 1, 2, voire 3 assemblées de copropriétaires, c'est en moyenne 3 ans, et derrière, en moyenne, 1 an à 2 ans pour faire les travaux. Donc vous voyez une temporalité qui est un peu différente de la maison individuelle, où grâce à MaPrimeRénov', parce qu'on va remercier l'ANA, la mise en place de MaPrimeRénov' a beaucoup servi à toutes les maisons individuelles. Ils ont eu plus de pratiquement 800 millions d'euros utilisés sur des maisons individuelles sur 2020 et près d'1 milliard ou 1,2 milliard sur 2022. Donc c'est sur 2021, pardon. Donc ça veut dire que ça a bien marché et que ça a tourné. En revanche, en copropriété, il y a eu une centaine de copropriétés qui sont venues sur ce régime-là. Ça veut dire qu'effectivement, on a quelques difficultés. Deuxième difficulté, c'est l'accompagnement. Vous l'avez compris, quand on est en copropriété, il faut accompagner les copropriétaires, leur expliquer les choses. Faire des webinaires où on va expliquer les nouvelles règles, le DPE, où on va expliquer pourquoi maintenant il y a un DPE collectif, pourquoi il y a eu un audit énergétique qu'on a fait auparavant et que ce n'est plus utilisable et qu'il faut refaire les choses, qu'ensuite, bien évidemment, on va peut-être devoir faire un diagnostic technique global, DTG, mais que l'on va arriver ensuite à mettre en place ce que l'on appelle un projet de plan pluriannuel de travaux, PPPT. C'est ce que l'on doit présenter en assemblée générale pour que l'assemblée générale ensuite puisse décider du plan de travaux
pluriannuel qu'elle va voter, notre fameux PPT. Mais ça veut dire que quand vous allez présenter les choses dans votre PPPT, vous allez devoir analyser tous les travaux qui sont possibles sur les 10 prochaines années, qui vont permettre d'améliorer tant en structure l'immeuble, en sécurité, qu'en amélioration énergétique et de consommation ou de gaz à effet de serre. Vous comprenez que c'est très compliqué, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à expliquer, mais notre difficulté, c'est que la loi climat et résilience, elle a donné un petit coup de frein à la partie rénovation énergétique qui était engagée depuis 2 ou 3 ans. Pourquoi? Parce que les copropriétaires se sont rendus compte que leur PPT, c'était pour 2023, 2024, 2025. Or, les travaux sur les appartements qui sont en G, F et E, c'est 2025, 2028, 2034. Donc on a un hiatus entre les deux, parce que quand vous êtes copropriétaire, que votre appartement effectivement est chauffé par le chauffage collectif de l'immeuble au gaz, bah vous vous retrouvez, il est peut-être en G, mais il y a certains travaux que vous allez pouvoir réaliser à l'intérieur de l'appartement, du style je vais changer mes fenêtres, je vais passer de simple vitrage en double vitrage, je vais améliorer ma ventilation, je vais peut-être pouvoir faire certains travaux, mais à un certain moment, il va falloir intervenir sur la totalité de la façade de l'immeuble, parfois pour mettre un complexe complémentaire de 20 ou de 30 cm, refaire la partie étanchéité en toiture, modifier la chaufferie, qui est peut-être une ancienne chaufferie gaz, pour passer à une chaufferie gaz à condensation. Et donc tout ceci, ce sont des travaux de copropriété qui sont parfois décorrélés avec les besoins de nos copropriétaires et de nos propriétaires individuels. Vous comprenez? En plus, on a quelques difficultés. Il y a la rénovation en plus des parties communes, ou même de l'appartement en lui-même. Donc après, il y a un devoir de pédagogie pour mettre tout le monde d'accord sur ces sujets-là. C'est pas évident, vous l'avez listé. Et puis après, il y a la question du financement qui est assez complexe. Parce que voilà, ça représente des budgets relativement importants. Et justement, par rapport à ce que vous décrivez, est-ce qu'on tend plutôt vers de la rénovation globale ou du lot par lot? Voilà, c'est quoi la stratégie aujourd'hui que vous constatez, vous, sur le marché de la copropriété? Rénovation globale ou lot par lot? Alors, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que quand sur certains immeubles, vous avez des travaux à réaliser, du style, c'est le moment de faire votre ravalement, c'est le moment de refaire la toiture ou l'étanchéité. Là, on arrive effectivement à leur proposer de rajouter toute une partie de rénovation énergétique en même temps. Donc, on part sur du global. Pourquoi? Parce que comme c'est à faire, ils savaient que c'était à faire et effectivement, payer un peu plus cher, mais en ayant des subventions, des aides et des financements spécifiques, les copropriétaires le comprennent. En revanche, quand vous avez fait votre ravalement il y a 8 ans, que vous avez refait la toiture il y a 4 ans et qu'aujourd'hui, certains appartements sont encore en G, ben, la copropriété ne fera rien et c'est le problème du propriétaire à titre individuel qui sera soit occupant, soit bailleur, qui va se retrouver en G et qui ne va pas pouvoir intervenir, sauf à aller doubler par l'intérieur ces murs, et on va se retrouver avec des pertes de mètres carrés. On a fait le test sur un immeuble où effectivement les travaux ont été réalisés, le ravalement il a été fait il y a 4 ans. Aujourd'hui, on a un appartement qui est en G, on a changé les fenêtres, on a modifié l'aération. Le chauffage est un chauffage collectif gaz, donc la chaudière avait été rénovée il y a 8 ans ou 10 ans, donc pas question pour l'instant de la changer. En moyenne, c'est 20 ans une chaufferie au gaz, donc on sait comment ça marche. Et bien globalement, on a dû rajouter un complexe à l'intérieur et on a perdu globalement sur un appartement de 45 mètres carrés environ 1,5 mètre carré. C'est beaucoup d'argent. Le prix du mètre carré, effectivement, c'est dommage. Et au prix du mètre carré en région parisienne, c'est beaucoup d'argent, mais au prix des travaux, c'est aussi beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que l'investissement a été sur cet appartement de près de 25 ou 30 000 francs, enfin euros, par appartement. Donc vous comprenez que vous investissez 25 ou 30 000 euros et derrière vous perdez globalement 1,5 mètre carré. Admettons que ça vaille en moyenne 10 000 euros du mètre à Paris, vous avez perdu à nouveau 15 000. Donc beaucoup d'argent par rapport effectivement à la valeur du bien, mais un investissement très important et conséquent. Je comprends. Et du coup, est-ce que vous sentez quand même un mouvement positif de la part des copropriétaires? Oui. Alors, je vais répondre de façon, on va dire, un peu trop directe. L'augmentation du prix du gaz a fait que les copropriétés ont réfléchi encore plus rapidement sur cette rénovation énergétique. C'est un effet d'aubaine probablement pour la rénovation énergétique. C'est très difficile pour effectivement toutes nos copropriétés qui sont chauffées ou gaz ou électricité ou fuel, parce qu'il en reste encore. Et eux réfléchissent tout de suite à d'abord, modifier leur type de chaudière, deux, améliorer la rénovation énergétique de leur immeuble. Et même si les travaux de ravalement étaient prévus pour dans 4-5 ans, certains nous demandent d'accélérer et de donner un planning plus court et d'avancer sur les études pour arriver l'année prochaine ou l'année d'après sur ces scénarios de rénovation énergétique. Oui, on a une accélération.
On savait que le driver prix des énergies allait forcément accélérer le processus de rénovation énergétique, et notamment en copropriété. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous rajouter, Monsieur Safar, en termes de conclusion pour votre partie? En termes de conclusion, c'est qu'il faut former tout le monde. Former les copropriétaires, les conseillers syndicaux, mais aussi les syndics, parce que certains de nos confrères syndics ne sont pas tout à fait au fait de toutes les obligations, de toutes les aides, de tout ce qu'il faut organiser, parce que c'est un accompagnement obligatoire. Et cet accompagnement, ce n'est pas simplement dire voilà comment il faut faire. Va falloir effectivement intervenir. C'est le rôle de l'architecte, c'est le rôle de l'AMO, c'est le rôle, aujourd'hui, on a des AMU qui sont des assistants à maîtrise d'usage, qui interviennent pour effectivement guider les copropriétaires, les conseils syndicaux et intervenir auprès d'eux pour leur expliquer que c'est une très bonne chose de le faire. Et oui, ça s'organise, oui, il faut prendre du temps, oui, c'est important parce que ça va nous permettre de faire des économies substantielles. On l'a fait sur un immeuble, un immeuble tout simple, Place des Fêtes, sur la tour Henri Rivière. On a pratiquement plus de 20% d'économies en consommation sur la partie gaz, chaufferie gaz sur l'immeuble, avec tous les travaux qui ont été réalisés entre 2019 et 2020. Donc on voit le résultat. Alors le prix du gaz ayant augmenté, mon effet prix n'est pas bon, mais mon effet consommation est là. Et on a un vrai résultat. Super, écoutez, merci beaucoup pour ces éléments très clairs, et je retiens un mot, c'est oui. Donc ça veut dire, si on vous pose la question s'il faut rénover, votre réponse est oui, et ça fait plaisir, ça va de l'histoire. Merci beaucoup. On va passer du coup à l'intervention d'Héloïse. Vous représentez CGBAT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les immeubles chauffés au gaz, on vient d'en parler avec M. Safar, tirent-ils leur épingle du jeu dans ce nouveau contexte? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Ludovic. Nous, côté GRDF CGBAT, nous avons étudié un échantillon de bâtiments représentatifs du parc de logements privés et sociaux en maisons individuelles et logements collectifs, avec 7 bureaux d'études répartis sur l'ensemble des différentes plaques régionales couvertes par GRDF, et puis donc un qui avait une couverture plus nationale qui a étudié l'ensemble des zones climatiques. L'objectif de cette étude a été de pouvoir comparer les solutions de rénovation de ces différents bâtiments en fonction de leur performance et de leurs caractéristiques thermiques, en modélisant différents systèmes sur le bâtiment initial. Nous avons également visé différentes performances post-rénovation et étudié différents parcours optimum d'un point de vue technico-économique. Donc, on en parlait tout à l'heure. On a étudié différentes possibilités pour atteindre la rénovation performante que je vais développer ici, mais pas que, étant donné que, comme le disait Benoît Chantreuil, c'est une notion qui reste aujourd'hui une notion qui n'est pas contraignante, qui va pouvoir bénéficier d'incitation, mais il est tout à fait possible de rénover encore autrement. Aujourd'hui, cette étude nous permet d'avoir une base de données étendue de bâtiments et scénarios de rénovation que nous avons compilé dans un outil que les ingénieurs efficacité énergétique de GRDF utilisent pour accompagner les bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage dans l'orientation de leur stratégie de rénovation. Alors, il faut bien retenir, je le répéterai à plusieurs reprises, que chaque bâtiment est différent et doit bénéficier d'une étude de rénovation personnalisée. Donc, nous, ce n'est pas notre objectif. On a vraiment utilisé ces études-là comme base pour réussir à tirer des tendances. Et donc, ces grandes tendances de rénovation, pour accéder à des rénovations performantes. Comme le disait Benoît Chantreuil, la rénovation performante, c'est à la fois pour permettre aux bâtiments qui sont au statut aujourd'hui de passoire thermique d'atteindre la classe C du DPE, et pour les bâtiments qui sont déjà dans les classes C, D ou E, de s'orienter vers l'atteinte des classes A et B. Donc, dans la suite de cette présentation, je vais vous présenter ces grandes tendances en maisons existantes, puis sur des bâtiments de logement collectif. Justement, en maison, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, en maison, alors voilà, vous voyez représenter ici l'illustration des podiums des solutions les plus intéressantes d'un point de vue technico-économique pour rénover 2 types de maisons individuelles qui sont dans les classes de passoires thermiques, donc en classe F ou G, et qui tiennent compte de leur implantation sur les différentes grandes zones climatiques du territoire. Donc, nous avons observé ici les performances après rénovation de maisons rurales avant 48 et de maisons ouvrières de la même époque à peu près, qui étaient classées donc en passoire thermique, ces maisons étant initialement chauffées au gaz ou au fioul. Alors, pour parvenir à atteindre la classe C, il est nécessaire de mettre en place des scénarios de rénovation touchant à la fois au système et au bâti.
Il faut dans ce cas travailler sur au moins 2 postes du bâti et installer un système de production de chaleur performant, comme une chaudière gaz, donc condensation ou très haute performance énergétique, associée ou non à des panneaux solaires thermiques en toiture, ou bien une pompe à chaleur hybride. Donc c'est un système qui associe le meilleur d'une pompe à chaleur électrique et d'une chaudière gaz et qui peut même, dans certains cas, comme en zonage 3, permettre d'atteindre la classe C du DPE sans travaux complémentaires sur le bâti. Alors, ces travaux sur les systèmes gaz peuvent intervenir à tout moment de la rénovation, donc c'est intéressant de le noter, en raison des possibilités de modulation et d'adaptabilité de ces appareils. Ça a d'ailleurs été abordé dans une étude de 2021 sur la rénovation performante par étapes qui avait été rédigée par l'ADEME d'Oremi et Enertech, avec également Pouget Consultant. Et du coup, si on commence par rénover ces systèmes, ça peut être le premier pas d'une rénovation plus complète par étapes. Super. Alors, si on passe, donc au slide suivant, on a également, fait le même exercice sur, des maisons, donc en classe C, D ou E, avec, ici des maisons en bande construites après 1974 ou des maisons rurales et ouvrières d'avant 48 situées en zonage 3. Encore une fois, sur ce type de configuration, il est nécessaire de combiner des travaux de rénovation du bâti avec une rénovation du système. Et dans les cas étudiés, on voit que les pompes à chaleur hybrides ou les chaudières bois, par exemple, permettent d'atteindre la classe B. Alors, il est évidemment nécessaire sur ce type de rénovation, sur l'ensemble de ces types de rénovation, hein, bien sûr, d'apporter un soin particulier au traitement des interfaces lors de travaux sur les différents postes du bâti notamment, afin que ceux-ci soient maîtrisés et dans le cas où la rénovation n'est pas globale en une étape, qu'ils soient anticipés pour pouvoir être traités le moment venu. Et du coup, Héloïse, on voit que sur la slide précédente, on voit encore que la PAC hybride est une solution prescrite pour atteindre la performance. Qu'en est-il sur les maisons, sur les maisons C, D et E? Est-ce que ça reste quand même très performant de mettre une PAC hybride ou comment ça se positionne du coup tout ça? Bah oui, tout à fait, c'est ce que vous voyez illustré sur ce slide, hein. On est vraiment, avec la pompe à chaleur hybride sur une solution qui est assez tout-terrain, qui, combinée ou non, à des travaux sur le bâti, permettent d'atteindre, à la fois en sortie de passoire thermique la classe C et à la fois pour des maisons qui sont déjà plus performantes, d'atteindre la classe B. Donc c'est vraiment une solution, qu'il est nécessaire d'étudier et qui peut être un vrai levier pour apporter de la performance lors d'une rénovation de maisons Et individuelles. du coup, si on s'intéresse maintenant au logement collectif, est-ce que c'est une stratégie similaire? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, on a fait, en effet le même exercice, sur les bâtiments de logement collectif. Donc, on a dans un premier temps étudié des bâtiments donc, qui sont en classe F ou G, donc toujours en passoire thermique sur l'ensemble du territoire. Donc pour rappel, comme vous l'avez vu sur le premier slide, nous avions, donc pour la période 1900-1948 des immeubles de logement début 1900, des immeubles de bourg, et des immeubles HBM. Pour la période 1948-1974, des bars qui sont assez représentatives des constructions de cette époque. Et pour les années 1968-1981, nous avions des bâtiments type petit collectif et des bâtiments d'habitat intermédiaire. Voilà, donc on a essayé vraiment de représenter l'ensemble du parc pour avoir une vision assez globale de ce qu'il était possible de faire. Alors sur le graphique que je vais expliquer rapidement, donc vous voyez la représentation de la performance énergie, donc en ordonnée et carbone en abscisse de ces bâtiments avant et après travaux, positionnés selon les étiquettes du DPE. Donc, classiquement, hein, le code couleur, est toujours le même. Donc le bâtiment, le carré, le plus vert, représente la classe A et puis la zone rouge représente la classe G. Les points qui sont entourés en noir, représentent les performances des bâtiments avant travaux de rénovation. Ces bâtiments sont équipés d'un système de chauffage collectif, donc au gaz, donc c'est le cercle en noir plutôt vers le haut, et au fioul, donc le cercle plutôt vers le bas. Les points qui sont entourés en bleu représentent, eux, les performances de ces mêmes bâtiments après travaux sur le bâti, combinés à une rénovation ou à un remplacement de ces systèmes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on arrive à atteindre une étiquette C et donc à sortir des passoires thermiques avec une rénovation performante en ayant recours sur la partie système à différentes configurations de solutions.
Donc, des systèmes gaz traditionnels avec une chaudière à condensation THPE simple, découplage de solutions gaz avec des énergies renouvelables, comme par exemple une chaudière gaz avec un système solaire thermique en zone H3 notamment, découplage également de solutions gaz avec des solutions électriques, donc des différentes solutions hybrides en développant cette hybridation. Donc le principe étant de faire travailler ensemble une petite pompe à chaleur électrique et une chaudière gaz. Alors d'autres systèmes d'hybridation sont possibles, mais ils n'ont pas tous été étudiés dans le cadre de cette étude. Ça fera l'objet d'une étude complémentaire. Et puis également donc le raccordement à un réseau de chaleur performant ou bien le recours à des pompes à chaleur électriques double service. Alors bien sûr, encore une fois, les solutions préconisées doivent être adaptées en fonction de la typologie et des contraintes de chaque bâtiment qui doit être dont l'étude doit être personnalisée. Et justement, du coup, en gaz, on peut intervenir à toute étape du projet de rénovation en maison individuelle, on l'a vu, mais est-ce que c'est vrai en logement collectif ou est-ce qu'il y a des contraintes? Alors, on s'inscrit globalement, en effet, en logement collectif dans la même logique. Les systèmes gaz, et notamment la chaudière gaz condensation, sont capables aujourd'hui de faire fonctionner leur brûleur selon une large gamme de modulation de puissance. Cette modulation des chaudières permet d'envisager une rénovation du système à toute étape de la rénovation du bâti. La puissance de la chaudière ou de la cascade de chaudière s'adaptera en fonction. Donc, si la chaudière est changée en première étape de rénovation, sa modulation lui permettra de fonctionner à plus basse puissance à performance équivalente. Et puis, si elle est changée plutôt à la fin de la rénovation du bâti, à ce moment-là, elle pourra être dimensionnée au plus juste et fonctionner tout aussi bien. Très bien. Alors, les équipements gaz ont aussi d'autres intérêts qui rendent leur utilisation favorable lors d'une rénovation. Le fait de se coupler assez facilement avec des ENR ou des systèmes électriques pour utiliser la meilleure énergie au bon moment et sont des alliés pour réduire la pointe électrique lors des périodes les plus froides, il ne faut pas l'oublier. Ils permettent également de générer des gains de CO2 rapides, par exemple dans le cas d'une conversion du fioul au gaz, on génère très rapidement des économies de CO2. Alors sur un exemple de d'un bâtiment petit collectif à Lyon, on peut générer jusqu'à 40% d'économies de CO2 avec simplement la rénovation du système en passant au gaz. Et puis, chose qui est importante aussi, leur installation et leur exploitation est bien maîtrisée aujourd'hui par la filière. Et du coup, ça permet de garantir d'avoir des bons résultats post-rénovation, d'autant plus que ce sont des solutions qui, en termes d'implantation, n'ont pas besoin de beaucoup de surface dans les espaces techniques, ce qui permet de faciliter leur installation en rénovation également. Alors, je vais vous reposer d'autres questions un petit peu urticantes là. Je vous en prie. Ceux qui veulent pas avoir de gaz ou qui n'ont pas le réseau à proximité, qu'est-ce que vous leur préconisez comme solution? Alors, il existe en effet d'autres solutions qui permettent d'atteindre la classe C sur ces types de bâtiments. Nous, on parle toujours en termes de mix énergétique, bien sûr. Et donc, vous pouvez voir sur le graphique qu'il y a d'autres solutions. Après, quand on veut utiliser ce type de solution, il faut avoir en tête certains points de vigilance. Donc, par exemple, avec une solution électrique, si on a recours à des solutions électriques individuelles, en effet Joule par exemple, il faut faire attention au dimensionnement électrique du réseau du bâtiment et aux travaux de renforcement éventuels à prévoir. Si on se tourne vers une pompe à chaleur électrique double service, il faudra faire très attention au dimensionnement de cette pompe à chaleur qui devra s'adapter au réseau haute température du bâtiment et à la production d'eau chaude sanitaire en haute température, en plus de devoir assurer la puissance maximale nécessaire lors des périodes les plus froides. Il y a également une question sur l'implantation de l'unité extérieure de ce type de matériel. Alors avec une solution de raccordement au réseau de chaleur urbain, par exemple, il faudra également faire attention au coût de raccordement proposé et puis à la politique tarifaire du réseau de chaleur, dont l'évolution ne sera pas maîtrisée par la collectivité, enfin, par les utilisateurs du bâtiment, pardon. Et puis, si on souhaite avoir recours à une solution bois, il faudra faire attention à l'implantation du stockage du bois, par exemple. Est-ce qu'un local est disponible dans le bâtiment existant? En copropriété, par exemple, ça peut nécessiter de devoir revoir le règlement de copropriété pour faire passer une partie privative en partie collective, ce qui est une procédure qui peut être un petit peu Alors, lourde. Héloïse, du coup, Oui. je vous coupe un peu la parole par rapport au timing et par rapport au nombre de questions. On a beaucoup de questions sur le coût. Par exemple, de passer de F à G à catégorie C par logement, ça représenterait à peu près quel coût?
On est sur des coûts qui sont entre 15 et 20 000 euros. Après, il faut faire attention avec ces fourchettes de coûts, hein, parce que c'est bien sûr à personnaliser toujours en fonction du bâtiment. Mais voilà, on est à peu près sur cette fourchette-là. Très bien. Et de toute façon, après, comme vous le disiez, chaque cas est unique. Donc, du coup, voilà, après, c'est vraiment la vérité du projet. Et du coup, là, on regardait que c'était pour atteindre l'étiquette C. Mais si on veut atteindre les classes A ou B, quelles sont les solutions de rénovation? Alors en effet, pour réussir à atteindre les classes A ou B, en général, on part des bâtiments déjà plus performants, du coup, qui sont en classe C, D ou E. Les solutions techniques des systèmes gaz restent globalement les mêmes. En revanche, on va renforcer le recours aux solutions hybrides pour accéder à ces classes-là. Et on se rend compte qu'on utilise finalement majoritairement des solutions qui sont pressenties pour respecter les seuils de 2025 de la RE 2020 en construction neuve. Donc on voit vraiment qu'il y a une convergence en termes de solutions techniques entre ce qui est demandé pour les bâtiments neufs et ce qui est demandé pour les bâtiments existants. Donc très rapidement, pour vous donner quand même cette information, nous travaillons avec la filière sur ce type de solution et nous avons récemment lancé un appel à projet qui s'appelle Résolution 2025 en partenariat avec la FPI, l'USH et le pôle habitat de la FFB pour réussir à faire émerger pour le bâtiment collectif des programmes immobiliers équipés de systèmes énergétiques hybrides gaz en adéquation avec ces seuils de 2025 de la RE 2020. Et on pourra servir de l'ensemble de ces travaux pour les adapter aux bâtiments à rénover en tenant compte, bien sûr, des contraintes techniques qui peuvent être différentes en neuf et en rénovation. Alors super, Héloïse, merci pour ces messages. On précise quand même que la présentation sera disponible pour nos auditeurs. Donc voilà, vous aurez les éléments et peut-être qu'aussi une présentation en B2B pourra être réalisée pour que les personnes vraiment intéressées puissent se rapprocher des structures de GRDF en local pour avoir une présentation plus détaillée et personnalisée. Merci beaucoup, Héloïse, pour votre intervention. Du coup, si on cherche à faire une synthèse de tout ce qu'on a dit et comment se projeter avec toutes les informations qui ont été distillées pendant ces 57 premières minutes, je me tourne vers vous, Pascal. Quels sont les messages clés à faire passer à notre auditoire et comment les vecteurs énergétiques, les différents vecteurs énergétiques, pardon, se positionnent-ils? Bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être synthétique en étant à la fois un peu macro et précis. Mais ce qu'on peut dire, si on commence par l'électricité, c'est que sur le volet énergie, l'atteinte de l'étiquette B est relativement accessible pour l'électricité, même un peu plus facile que précédemment, c'est-à-dire dans l'ancien DPE du fait du relâchement du seuil de consommation d'une dizaine de kilowattheures. Mais cependant, le niveau tel qu'il est fixé rend l'accès difficile pour les solutions électriques, notamment par effet Joule, et nécessite pour les packs d'avoir un bâti bien isolé. Puisque l'objectif, c'est d'être en dessous du seuil de 110 kWh énergie primaire par mètre carré et par an. Le volet CO2, c'est le gros point fort de l'électricité, tout le monde le sait. Donc, il n'y a pas de barrière à ce niveau-là, d'autant moins après la révision du seuil de l'électrique dans le nouveau DPE, qui est passé à 79 grammes pour l'usage chauffage et à 65 grammes pour l'usage ECS. Maintenant, si on regarde rapidement le cas du RCU, pour le RCU, alors on a fait sur la slide suivante un petit exercice de conversion du CO2 en kilowattheure, parce qu'effectivement, on l'a évoqué, aujourd'hui, on a tous nos vieux repères qui sont exprimés en kilowattheure et le CO2 est un nouveau repère un peu émergent. Donc, pour aider dans cette prise de repères liés à ce nouveau dispositif, on a transposé du coup les seuils CO2 en équivalent consommation en prenant une valeur qui est celle d'autres auraient pu être utilisées, mais on a choisi d'utiliser celle qui a été publiée très récemment par le SNCU. Donc, on a retenu une valeur de 101 grammes et donc on obtient à peu près ces seuils, c'est-à-dire un seuil de 50 kWh pour accéder à la classe A et puis d'une centaine de kWh pour la classe B, si on veut se focaliser uniquement sur ces deux seuils. Et quand on a dit ça, finalement, on se rend compte que l'atteinte de l'étiquette B semble relativement accessible pour le réseau de chaleur, à peu près du même niveau
que pour le gaz, avec un bâti quand même bien isolé. Et puis sur le niveau de CO2, là, on va être sur des réalités très différentes en fonction de l'émission réelle de CO2 hein, de chaque réseau local. Mais si on se focalise sur ce niveau d'environ 100 grammes, le constat qu'on fait, c'est que finalement, pour le réseau de chaleur, le chemin est plutôt facile, aussi bien sur le volet énergie que sur le volet Alors, merci CO2. Pascal pour ces précisions. Je vois que chez GRDF, on parle des énergies non pas concurrentes, mais complémentaires. Et si vous deviez maintenant terminer sur l'énergie que vous défendez, à savoir le gaz, quelle piste vous proposez pour atteindre la rénovation performante en gaz? Alors là, on a fait le même exercice. Du coup, je vais pas du coup redévelopper plus le sujet, d'autant plus qu'Héloïse l'a bien fait, que le temps passe et que je ne veux pas créer des prolongations trop importantes. Ce qu'on voit, c'est que pour le gaz, comme l'a dit tout à l'heure Héloïse, donc on a fait le même exercice. Je laisse tout le monde lire l'échelle qui se trouve à droite de l'étiquette énergie, mais qu'en gros, on se rend compte que le point fort du gaz, c'est essentiellement la partie énergie de l'étiquette, des difficultés sur la partie CO2, mais une perspective. C'est celle du gaz vert, hein, puisque si on regarde le biométhane, avec sa valeur de 44 grammes de CO2 telle que normée dans la base ADEME, là on a une énergie qui du coup se positionne comme l'énergie la moins carbonée et qui permettra de diviser par 5, en tout cas, les émissions de CO2. Donc, c'est vraiment un sujet à suivre de très près. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure par Eric, mais on a là des perspectives très intéressantes, en tout cas pour En le plus, vous avez gaz. les solutions techniques hybridées dont nous a parlé Héloïse et ça c'est intéressant puisque soit vous avez le low-tech avec le gaz vert, soit le high-tech avec l'hybridation. Et l'hybridation, c'est finalement un petit peu le mix énergétique français, mais dans les bâtiments, quoi, où vous couplez deux sources énergétiques. Donc c'est vraiment pertinent. Je vous laisse compléter encore, Pascal. Oui, c'est pertinent et c'est aussi un petit peu l'état d'esprit de GRDF, hein. GRDF, on n'a jamais souhaité une hégémonie du gaz, hein. On est vraiment on plaide pour ce mix énergétique et effectivement, l'hybridation en est vraiment le symbole, puisque comme vous l'avez dit, le gaz vert, c'est pour nous une des solutions aujourd'hui pour le vecteur gaz. Et puis la deuxième, c'est l'hybridation, puisqu'on voit que ce sujet émerge sur le marché du logement, notamment en rentrant par le marché du neuf, puisque quand on se projette sur les prochains seuils réglementaires de 2025, on se rend compte que l'hybridation est vraiment une solution très efficace pour le gaz, mais aussi pour d'autres problématiques de Pointellec, etc. Et on voit bien qu'il y a un bénéfice mutuel aussi bien pour l'électricité que pour le gaz à aller dans cette voie de l'hybridation. Et puis, on peut se dire que une fois que l'hybridation sera rentrée sur le marché du neuf, elle va pouvoir pénétrer plus facilement le marché de la rénovation et apporter des solutions très intéressantes et très efficaces. Et quand on discute un petit peu avec les fabricants et qu'on voit les orientations qu'ils prennent en termes de R&D sur ce sujet, on est là encore particulièrement rassuré parce que tout se converge dans cette direction. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Pascal. Est-ce que vous avez un mot à rajouter en conclusion ou vous avez tout dit? J'ai résumé mon intervention pour respecter le planning de très tous. bien. Écoutez, en tout cas, les équipes de GRDF, que ce soit le national ou les régions, sont à votre disposition. On a un petit peu dépassé, je suis désolé, de 3 minutes, mais en tout cas, je tiens à remercier Nicolas, le réalisateur de ce webinaire qui travaille chez Webikeo. J'ai Clément et Vincent qui étaient modérateurs du chat. Je les remercie également pour nous avoir alimentés en questions. Je remercie collectivement mes différents interlocuteurs. Merci pour la clarté de vos propos, l'expertise apportée et puis les chiffres et les visions. C'était une bonne heure passée en votre compagnie. J'espère que c'était pareil pour nos auditeurs. Et bien, écoutez, on garde le contact côté GRDF, mais on comprend que vive le gaz vert pour décarboner le réseau gaz et l'hybridation pour apporter des solutions complémentaires. Merci à tous, très bon appétit, profitez bien du soleil et à très bientôt. Au revoir.